toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à la Foire Verte de l'Odeur à Serfontaine. La Foire Verte qui fête ses 30 ans. Si vous ne connaissez pas, c'est en fait un week-end dédié à la nature, à l'environnement, à l'éco-construction. Un week-end où on va pouvoir découvrir des artisans locaux, des producteurs. Il y a aussi un village équestre, un village canin juste derrière nous. L'éco-vitrine aussi avec un sentier nature, un observatoire. Tout ça en un week-end. Et pour nous en parler, Joseph Delwart avec nous aujourd'hui. Bonjour. La Foire Verte, à qui ça s'adresse? Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc notre fil rouge ou notre fil vert, si vous voulez, nous c'est nature, terroir et tradition. Donc ce sont les trois sujets qu'on développe à travers notre ASBL. Et donc ici, bien entendu, sur le site de Serfontaine qu'on occupe, un site qui fait 6 hectares quand même de superficie, mais symboliquement, il est au pied des lacs. Aujourd'hui, voilà, des artisans locaux, des producteurs, des animations aussi. Expliquez-nous un peu, voilà, faites-nous un peu rêver avec ce programme. Une entrée gratuite, voilà, on accueille les familles, un peu tout public, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance musicale en permanence. Il y a le village équestre, donc on regroupe des partenariats. Donc ce sont des écuries de la région qui viennent faire leur spectacle. Aussi, ce qu'on a développé cette année pour le 30e, c'est le village canin. Tout à fait. Donc là, on a quatre clubs internationaux qui sont là. Il y aura une centaine de chiens là, sur le site. Je reçois Daniel Vandenbusch, qui est président du comité de jumelage entre Serfontaine et Louisville. Bonjour. Bonjour. Et juste à côté de moi, Michel Ringuette, c'est ça? Je n'écorche pas. Voilà, représentant du festival de la galette de Sarrazin à Louisville. Oui. Bienvenue à vous ici en Belgique. Merci. Alors, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce que c'est que cette foire? Elle fête ses 44 ans d'existence, ou en tout cas c'est sa 44e édition, c'est ça cette année? 44e édition du Festival de la galette de Sarrazin de Louisville. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient remettre en mémoire le sarrasin qui était mangé autrefois. On fait ça, nous, du 29 septembre au 8 octobre. Ça arrive en même temps que l'arrivée du sarrasin nouveau. D'accord, OK. Alors, c'est ça qu'on célèbre en même temps. Alors, parce qu'autrefois, on s'apprêtait à acheter le sarrasin dès qu'on venait de récolter. Maintenant, il y a des nouveaux procédés qui permettent de bien le conserver à longueur d'année. Cette foire a permis des rencontres, a permis aussi quelques années plus tard finalement un jumelage entre les deux villes. Expliquez-nous vous un peu ce jumelage. Il y a un comité maintenant qui existe en plus. Lorsqu'on a jumelé les deux villes ensemble, on a créé un comité pour gérer les voyages, les échanges vers Louisville. On en fait un petit commerce, je vais dire, chez nous pour accumuler de l'argent. Et par 3 fois, on est déjà allé avec les marches d'entre Sambre-et-Meuse à Louisville. Et cette année-ci, on va rééditer une 4e édition. Alors, il y a ce jumelage et puis finalement, on a une rue du Québec ici à Serfontaine aussi. C'est né du jumelage, j'imagine. Ça a été inauguré en 2008, je pense. C'était un nouveau quartier qui a été construit sur l'emplacement de l'ancienne saboterie Saint-Joseph, qui était devenue une ferme agricole. Et par la suite, on a rasé la ferme et ses établissements et on a créé une nouvelle rue qu'on appelait justement, à l'occasion de la Foire Verte, la rue du Québec. C'est tout un échange, c'est un plaisir de pouvoir partager comme ça plein de choses avec ses cousins, parce que j'ai cru comprendre qu'on s'appelait cousins entre vous, le cousinage, voilà. Les cousins de Louisville et les cousins de Serfontaine. J'en suis à ma 2e année comme porte-parole du festival, parce que le festival, c'était M. Jules Baribeau, le père Sarrazin, et c'est lui qui a participé au fondement les échanges culturels. Et il y a même eu
Une brasserie ici qui porte son nom, là, la brasserie du Père Sarrazin. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas ou connaissent peu la FUGEA, donc la Fédération Unie des groupements d'éleveurs et d'agriculteurs, c'est ça? C'est bien ça. Donc on est entre autres un syndicat. Donc on est une petite équipe qui défend les agriculteurs, qui rend service aux agriculteurs, qui les aide vers une transition vers une agriculture durable. Il y a un pôle jeunesse, donc pour lequel on est là aujourd'hui. Donc c'est un pôle, c'est une organisation jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est composée de 6 sections locales. Dont celle-ci aujourd'hui de Philippeville. Oui, vous êtes là parce qu'une nouvelle section jeunesse va se créer ici sur le site même de la Foire Verte, si je ne dis pas de bêtises. Ici, on la relance. D'accord. Et donc la Foire Verte est un des événements proposés par le jeune afin de faire découvrir l'agriculture durable au grand public. On va développer quoi? Des activités, des formations, dites-nous. Cette section jeune est la destination de qui? Aux jeunes agriculteurs et éleveurs nécessairement ou pas spécialement? Donc la thématique, c'est clairement l'agriculture durable et l'alimentation durable. On a essentiellement des jeunes issus du monde agricole, qu'ils soient repreneurs ou non, dans un âge limite plus ou moins de 18 à 30 ans, même si on n'est pas fermé à plus âgés. Alors par contre, on accueille également des personnes qui ne sont pas issues du monde agricole, mais qui sont intéressées par le sujet. Quand on parlait des jeunes qui reprennent les fermes, on sait que c'est dur. Quelle est un peu la situation, le constat qu'on fait ici dans la région? Très peu de jeunes se lancent, ont envie de reprendre. Il y a quelques créations, mais c'est compliqué. Voilà. Il y a très peu d'agriculteurs ont des repreneurs en tout cas. Quelles sont peut-être les pistes ou les clés qu'il faudrait pour que ce monde agricole aille mieux? C'est large. Est-ce qu'il y a un ou deux leviers d'action, qu'ils soient politiques ou non, qui pourraient vraiment aider le monde agricole aujourd'hui? Point de vue économique, on voit le prix des terres, l'accès à la terre, c'est devenu très compliqué, que ce soit financier, même trouver une terre, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Il faut vraiment encourager à revenir au local, voilà, revaloriser nos fermes. Bonjour Robert. Bonjour. Alors vous faites partie des cercles des naturalistes de Belgique et vous allez nous parler un peu du sentier nature, de la biodiversité ici à Serfontaine, près des lacs de l'Odeur. J'imagine que la biodiversité est importante. Expliquez-nous un peu l'écosystème qu'on a ici. Il faut savoir que ce site a été créé en 1970 lors de la création des lacs. Et pendant plus de 30 ans, il est resté tel quel, inexploité. Donc la végétation naturelle s'est installée sans intervention de l'homme. Les bancs que vous voyez sont les premiers bancs qui ont été installés, donc rien n'a bougé. Évidemment, il a fallu refaçonner un peu les parcelles. Et nous y avons installé par après, il y a 2 ans, l'Observatoire des oiseaux. Il y a un sentier nature, expliquez-nous. Sentier nature qui traverse bien sûr des parcelles qui sont boisées, qui sont restées telles quelles, avec une flore particulière de l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est surtout une flore dans un microclimat suite à l'installation des lacs de l'Odeur. On retrouve toute une série de champignons, on y retrouve des lactaires pour l'instant, il y a une série de plantes bulbeuses, il y a pas mal de variétés de chênes, donc la plupart des espèces forestières, on les retrouve telles quelles, mais en petit format, puisqu'ils n'ont pas pu se développer du fait que la végétation était tellement dense. C'est des miniatures, c'est un peu comme... Je ne vais pas dire qu'ils sont des bonsaïs, mais c'est un peu miniature. Et là, évidemment, c'est fort intéressant d'y retrouver un peu dans les sous-bois. Et en plus, le long de la rivière qui est l'Odeur, en fait. Maintenant, les sentiers nature, évidemment, ils peuvent être utilisés par n'importe quel citoyen. Il y a des vélos qui peuvent passer. Quelle est la faune typique ici, le long des lacs de l'Odeur? C'est la flore calcaire. Hein. Nous ne sommes pas loin de la Calestienne, hein, Vierre-sur-Viroin. Donc plantes calcaires, bien qu'il y a quelques lieux humides le long des berges. Et au niveau de la faune? Au niveau des insectes notamment également. Oui. Hein, on y rencontre aussi de coléoptères notamment. Hein, oui. Des batraciens, pas mal, oui, tout à fait, batraciens. Il y a des reptiles que l'on peut retrouver le long de la rivière, disons. Alors, des espèces particulières peut-être? Non, je ne pense pas, mais le fait que les berges sont restées aussi telles quelles le long de la rivière, ça, c'est aussi fort intéressant
intéressant, disons. Hein. Eh bien, du Raz-Musquet, moi je vous propose de passer à tout ce qui est plutôt oiseaux, hein, rien à voir, mais on reste près des berges, avec Damien qui est du côté de l'Observatoire. Je vous laisse le rejoindre. Bonjour, je m'appelle Amélie de Crolière, je suis guide nature, j'ai fait ma formation au Cercle des naturalistes de Belgique et donc j'organise des randonnées nature, des balades nature et des balades nature musicales avec mon compagnon qui joue de la clarinette. Et donc aujourd'hui, on va vous faire découvrir le sentier de l'éco-vitrine, donc de la Foire Verte. C'est parti, suivez-moi. Alors voilà, ici c'est donc le cours d'eau qui s'appelle Odeur, qui prend sa source dans le massif forestier de Serfontaine et qui vient en fait se jeter dans le lac de Fall-en-Prise. Et donc l'Odeur a donné le nom au complexe des lacs de l'Odeur. Alors le sentier nature comporte des panneaux didactiques, surtout sur les arbres. Il faut savoir qu'ici sur le site de l'éco-vitrine, il y a 15 espèces de feuillus à découvrir, dont le bouleau, l'érable, le merisier, le peuplier, le chêne et des arbustes un peu plus petits comme le rosier de chien qu'on appelle aussi l'églantier, le sureau, etc. Donc les panneaux didactiques expliquent un petit peu comment est la feuille, le fruit, l'écorce de l'arbre. Voilà, ils sont assez complets, donc c'est très chouette de le visiter, même seul, c'est possible, quoi. Voilà. Alors un des arbres, une des essences assez importantes pour la région, c'est le bouleau. Le bouleau en fait a été utilisé comme bois pour les sabots, donc dans les saboteries. Il y avait quand même quelques saboteries dans la région, dont 2 quand même assez importantes entre 1910 et 1960, plus ou moins à Serfontaine. Et donc pourquoi le bouleau? Parce que le bouleau, justement, est un bois très tendre que l'on peut travailler même vert en fait. Donc voilà, ici on suit donc le cours d'eau, l'Odeur, donc il va venir ici au bout du sentier se jeter entre guillemets dans le lac de Fall-en-Prise. Nous voici donc à l'observatoire nouvellement créé par le CNB local des lacs de l'Odeur pour observer certaines espèces d'oiseaux qu'on a vraiment ici. Donc nous avons le cygne tuberculé, nous avons la foulque macroule, le grèbe huppé et le martin pêcheur dans les espèces que l'on voit régulièrement. On va venir les voir d'un peu plus près. Voilà, donc ici, juste devant, justement, on a un grèbe huppé avec le deuxième individu qui est derrière. Alors il niche ici. Le grèbe huppé se reconnaît très facilement de par sa huppe. Donc c'est un oiseau qui a une très très belle parade nuptiale, par exemple, qui mérite vraiment le coup d'œil. Alors pour la période de nidification, il fabrique donc un nid flottant fait de débris de végétaux, des algues, des roseaux, etc. Donc on voit là justement des petits nids flottants. Ils élèvent donc leurs petits quelques semaines après leur naissance. Et donc on les voit aussi, et ce qui est très cocasse, on les voit souvent avec leurs petits sur leur dos pour éviter, pour les reposer un petit peu et pour éviter qu'ils soient trop fatigués en nageant. Nous avons aussi des foulques macroules, c'est les oiseaux que l'on voit un peu partout ailleurs, qui ont un corps assez trapu, noir, et très reconnaissable de par leur bec blanc et de leur plaque frontale blanc. Donc il y a vraiment un contraste très évident quand on les voit de face. Ils font partie de la famille des poules d'eau. Mais ce n'est pas à confondre avec la galinule poule d'eau qui est un peu différente, avec plutôt un bec rouge. Alors c'est ouvert toute l'année. Alors forcément la nidification, on l'observe plutôt à partir de mars-avril jusqu'à juillet-août maximum. Mais sinon ce sont des oiseaux que l'on voit toute l'année. Ils restent donc sur le lac toute l'année. Donc voilà. Toute l'année aussi. L'observatoire est fermé à clé et là il faut demander donc à la CNB locale les lacs de l'Odeur, mais c'est possible tout à fait de visiter, d'avoir des explications d'un guide nature par exemple. Et je vous retrouve maintenant avec mes plus beaux invités d'aujourd'hui, deux Akita, avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour, bonjour. Alors dites-moi qui sont ces deux belles boules de poils. Alors tout d'abord vous avez Aiko qui est un Akita Inu, ça c'est typiquement japonais, et puis vous avez Kirena qui est un Akita américain. Au départ je voulais faire un groupe de balade.
balade. Ici, sur Serfontaine, Ici, sur le lac de Serfontaine, l'Odeur. parce que comme on est au barrage, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, je m'étais dit, bon voilà, pourquoi pas offrir aux gens la possibilité de faire des balades. Il y a quand même beaucoup d'endroits avec des bois, beaucoup de verdure, donc je me dis c'est l'idéal. On a l'américain Oui. qui lui est plus dédié au travail, en tout cas qui Voilà. a une musculature qui est prévue pour. Exactement. En fait, c'est un chien que les Américains, c'est le cas de le dire, ont croisé en 1956. Ils ont croisé l'Akita Inu avec soit le mastif et le berger allemand, ou alors le samoyède avec le berger allemand. C'est ce genre de race qu'on retrouverait plus facilement chez nos amis québécois. Ils ressemblent quand même plus ou moins aux huskies, sauf que ce sont des chiens de tête parce qu'ils sont très costauds. C'est vraiment un chien qui a été fait pour la force, quoi. Voilà, c'est vraiment donc ça. tracter pour eux c'est possible. Voilà. Les traîneaux, Exactement. dans les belles étendues enneigées du Québec, j'imagine Exactement. qu'ils Et en doivent plus, être ils bien. adorent. Ils adorent ça. Pourquoi venir à cette foire? C'est important pour vous de montrer, la domestication de ce type, la sociabilisation. Parce que c'est un chien qui a été catégorisé A. Parce que ce sont des primitifs et que au départ, au Japon, on s'en servait pour combattre l'ours. Et à partir du moment où vous le sociabilisez très jeune, voilà quoi. Je les tiens même pas, quoi. Vous voyez, il n'y a aucun souci. Des crèmes. Mais il faut vraiment les sociabiliser. Ça, Voilà. c'est vrai. Donc aujourd'hui, on fait quoi? Des petites démonstrations, On fait des balades? démonstrations, des balades, et on les met en situation, avec les orchestres, avec plus de bruit, plus de gens. Donc voilà, il faut les mettre dans des situations comme ça, quoi. Alors, et pas à la maison, quoi. Et pas à la maison. Ah, je sais qu'à côté, dans le village canin, on a d'autres chiens qui font un peu plus de l'agility. Je sais que c'est pas trop leur spécificité à eux. L'Américain pourrait le faire. D'accord. L'Américain pourrait le faire. Que le Inou, pas du tout. En tout cas, je pense que Damien, lui, est allé faire un petit tour du côté du village canin pour aller voir toute cette partie agility et d'autres clubs canins. Je vous propose d'aller le rejoindre. Ici, on a une jeune chienne malinoise de 3 ans, Tina, qui est une jeune chienne qui est dressée pour l'attaque, donc le mordant, donc on appelle le mordant sportif. Donc ça reste du sport. On voit ici notre homme d'attaque Amaury qui est en position statique, donc qui attend que le propriétaire de Tina donne la commande à la chienne d'y aller. Et c'est là que intervient la complicité avec le chien et son maître. Voilà, l'attaque lancée, voilà, elle part sur l'homme d'attaque et elle vient prendre à la manche, puisque le chien est dressé justement à ne pas mordre n'importe où. On leur définit une précision dans l'attaque, donc on voit ici la chienne prend bien dans la gueule, et à la commande de Fabian, elle arrête de mordre, le lâche, l'oblige à lâcher, donc à lâcher la prise et à revenir directement vers son maître. Alors on vous l'a dit, la foire verte de l'Odeur, c'est la nature, l'environnement, et qui dit nature, environnement, dit également éco-construction. Avec moi Serge Deuzière, vous êtes là aujourd'hui avec votre entreprise en éco-construction. Expliquez-nous un peu cet intérêt pour vous d'être présent, en quoi ça fait écho, tout ce qui est environnemental ici avec la foire, votre présence, l'intérêt. Éco-construction, c'est tout ce qui est nature, tout produit recyclage. Avec du bois local, ou c'est un peu compliqué de travailler avec du bois local? Le bois local, c'est un peu compliqué parce qu'il n'est pas très bon marché. Donc nous autres, nous travaillons beaucoup le Douglas. Pourquoi le Douglas? Justement, pour l'écologie. Il ne doit pas être traité fongicide, insecticide. Et nous travaillons avec du bois spécialement qui vient d'Auvergne, en France. Donc ça va, c'est pas trop loin finalement. C'est pas trop loin. Ça vient pas de l'autre bout du monde. C'est pas trop loin. Disons qu'on a un transport qui est un petit peu plus important, mais quand on voit le coût en Belgique, on s'y retrouve, quoi. Et est-ce que le bois local, en dehors de son coût, est utilisable? Est-ce que c'est du bon bois pour faire de l'éco-construction? Bien sûr. Oui. Bien sûr, il faut travailler le bois. Il doit sécher, bien sûr. Il ne doit pas avoir un taux d'humidité qui ne soit pas supérieur à 15%, 10% de taux d'humidité. On est bon. Alors vous faites partie des personnes qui vont partir avec cette délégation à Louisville en octobre. C'est aussi, en fait, pour les entreprises du coin, l'occasion d'échanger plus qu'un échange culturel ou touristique, mais peut-être un peu plus commercial. Vous, l'éco-construction, j'imagine que là-bas, Québec, la matière première ne manque pas non plus. Expliquez-nous un peu votre intérêt. Je vais aller porter un petit peu ma curiosité. Donc ma curiosité du savoir-faire au Québec, justement sur tout ce qui est éco-construction, ossature bois et tout ce qui s'ensuit, quoi. Voir ce qui se fait là-bas. Exactement.
Ok. Eh bien voilà, écoutez, moi je vous souhaite un bon voyage d'ici Merci. octobre, des bons échanges. C'est ça aussi la foire verte, des partenariats, des échanges avec l'autre bout du monde. Mais on va rester ici parce que je vous propose de rencontrer la présidente ou en tout cas un membre de la confrérie des sabotiers. Alors la confrérie des sabotiers est une confrérie qui a été constituée en 2002 afin de défendre les valeurs de notre terroir et surtout les traditions et la tradition du sabot qui est une grande tradition ici dans le village de Serfontaine. On avait une saboterie d'ailleurs ici à Serfontaine. Ça c'est encore plus tard, c'est après 1900. Donc avant c'était tous des petits ateliers au maximum une dizaine de personnes et ils faisaient des sabots. Souvent en été ils étaient fermiers et en hiver ils faisaient des sabots. Il y avait le planeur, celui qui faisait le sabot extérieur, et le creuseur qui faisait le sabot intérieur. Après la guerre 14-18, je veux dire, il a commencé à avoir l'industrialisation et on a commencé à faire des machines électriques, électroniques, je ne sais pas, qui permettaient de faire beaucoup plus de sabots en série. Les sabots étaient faits avec du bois qui venait du nord de la France. D'accord. Parce que nous préservons nos forêts. Donc on va chercher un peu plus loin à la frontière. Et on ne prenait que le bois de chez nous quand on ne savait pas en avoir pour dépanner, quoi. Nous, on défend un métier, un savoir-faire. Quant à nous, on se retrouve tout de suite, mais d'abord, je vous propose d'aller voir Damien. Du coup, moi, c'est Shannon Balleux. J'ai 25 ans. Je travaille les chevaux en fait depuis toujours, puisque en fait, ma maman avait déjà des chevaux étant petite. Elle montait même quand elle était enceinte, donc c'est un peu quelque chose de familial et un peu d'inné chez moi. Il y a 10 ans de ça, j'ai découvert une nouvelle méthode qu'on appelle un petit peu éthologie ou un petit peu plus, qui est une méthode un peu plus comportementale, c'est-à-dire que je me suis un petit peu écartée des méthodes plus classiques où en fait on attend beaucoup du cheval et énormément de résultats sans un petit peu aller sur la compréhension, le vécu. Donc je voulais quelque chose qui s'adapte plus et qui me corresponde aussi avec une écoute plus particulière du cheval et de son milieu pour pouvoir au mieux adapter et au final arriver à de meilleurs résultats dans un plus grand respect. Céline, est-ce que tu le sens bien? Oui. Ok, on lâche la longe. Si Famoso est toujours à l'écoute avec Céline. Donc on va d'abord faire quelque chose de proche. Donc on va lui demander simplement une conduite, donc ce qu'on fait un petit peu tous les jours. Voilà, super. On y va, on trotte un petit peu? Montre-nous comme tu cours bien. Oui, c'est bien. Et vous pouvez voir du coup ce contrôle des pieds qu'elle a, c'est vraiment... Là, je lui ai demandé un petit peu d'accélérer le rythme. Et dès qu'elle s'est arrêtée, même s'il était au trot, il était assez respectueux que pour s'arrêter tout de suite à côté d'elle. Et... Oh! Oui, super ça mon grand. Ok, un petit jeu de l'œil. Ça c'est un exercice que je fais proche aussi. C'est un exercice au début. Je demande cet exercice-là avant de demander le cercle en liberté parce que on reste quand même proche du cheval, ce qui nous permet quand même d'avoir une plus grande maîtrise. Forcément, plus vous allez vous éloigner, c'est pas ça Famoso. Voilà. Quel beau garçon. On réessaye. Ouais, voilà, super. Voilà, ça c'est bien. Et ça aussi, pareil, je la prends aussi à pied d'abord aux chevaux. Parce que si vous voyez, voilà, super, on peut le récompenser. C'est bien, mon grand. Donc en dressage, le déplacement latéral, les épaules en dedans, etc. sont vraiment... c'est quand même des exercices importants. Ce que je fais avec les chevaux, c'est que je leur apprends déjà mécaniquement à pied comment ils doivent utiliser leurs jambes. C'est pas la bière qui manque ici à la foire verte de l'Odeur à Serfontaine. Et justement, parlons de cette bière, la Louise, dont on va faire le baptême aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Jean-François Huot, bonjour. Bonjour. Et alors, Frédéric Lépine. Bonjour. Alors dites-moi tous les deux, la Louise, voilà, c'est toute une légende qu'il y a derrière cette bière, j'ai cru comprendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette légende? D'où vient cette bière? Oui, effectivement, donc cette bière, c'est
ça va, je l'espère, devenir un peu la mascotte du jumelage entre les Belges d'un côté avec Serfontaine et Louisville au Québec. Louise, le nom était un peu tout choisi via la relation qu'on mène avec nos Québécois. Et du coup, on a aussi la chance d'avoir sur le territoire la brasserie de Sillenrieux. Et donc, on avait toute la panoplie nécessaire pour élaborer ce genre de bière. Et donc ici, spécifiquement pour cette année, puisque au mois d'octobre, nous partons au Québec avec nos costumes de marche folklorique défiler lors de leur grande parade du Festival de la Galette, d'éditer cette bière et de pouvoir développer cette bière localement et même outre-continent, on va dire. Voilà. Alors, elle est née comment? Quelle est sa petite histoire, cette Louise? Depuis des années, la bière Joseph existe à Sillenrieux et la Sarah. Et donc, cette légende s'est un peu articulée autour de cela, entre l'agriculteur Joseph qui surveille ses champs d'épeautre. Père Joseph. Voilà, exactement. Et qui décide de lancer sa moisson. Et découvre au milieu d'un de ses champs la belle Sarah, qui vient d'un continent lointain, qui avait envie de découvrir. Et très vite, les deux sont tombés amoureux l'un de l'autre et ont mené leur vie ensemble. Et quelques mois après, eh bien, forcément, amour faisant, un enfant est arrivé du nom de Louise, avec un caractère bien typé. Bien trempé. Voilà, blonde de cheveux, comme la couleur de sa robe au niveau de la bière. Quelles sont les spécificités, la spécialité de cette bière? Donc il s'agit d'une triple blonde. Triple parce qu'en fait, on voulait une triple parce que c'est vraiment la marque de fabrique de la Belgique. On a beaucoup de bières dans le monde, mais les triples, c'est vraiment centré ici en Belgique. Et donc c'est une triple fermentation, en fermentation pendant le brassage, lors de la garde et à nouveau en bouteille, quoi. Il y a de l'amertume sur la fin. Et c'est important d'avoir de l'amertume parce qu'on a beaucoup de bières sucrées de nos jours. Et l'amertume, c'est comme toute la gamme de Sillenrieux également, hein. C'est les vraies bières, les bières qui peuvent être désaltérantes. Eh bien, je vous reprends pour vous remercier de nous avoir suivis. Le rendez-vous est donné l'année prochaine, le premier week-end d'août, comme tous les ans ici, à la Foire Verte de l'Odeur à Serfontaine. Moi, je vous dis au revoir.